À ce rythme-là, la dette galope, elle galope de 5 000 euros par seconde, les levées de fonds de 10 000 euros par seconde et le niveau d'endettement de 5 000 euros par seconde. Il faut comprendre que la dette, l'État français, c'est pas un fantôme, c'est pas une pyramide, c'est pas une entreprise, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Nous étions le 5e pays au monde. Du temps de président Mitterrand, nous étions le 11e. Aujourd'hui, nous sommes le 26e. Donc en fait, le scénario, c'est qu'on rembourse les fonds de pension américains en faisant un emprunt forcé à destination des Français. Voilà. C'est les Français qui vont devoir prêter leur argent à la France. Maxime, ravi de vous retrouver. Bonjour Gaspard, et retrouvez nos auditeurs du Revenu qui nous ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu. Avec beaucoup de joie, effectivement. On est très heureux de vos questions, donc n'hésitez pas, si vous en avez pendant cette vidéo, posez-les et Maxime prendra le temps d'y répondre plus tard. Mais je voulais qu'on discute du budget, Maxime. Il a été voté depuis la dernière fois qu'on a eu notre échange. Alors, on va rentrer dans le détail, mais déjà votre opinion générale sur ce budget qui a été voté. Alors, je n'ai pas d'opinion, moi je ne connais que les réalités. Voilà. Alors, première réalité, le budget, ça a stabilisé la situation de la France. Je mets stabilisé entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que le taux d'intérêt spread, l'écart avec l'Allemagne a baissé. La dernière fois où nous nous sommes vus, c'était le 11 décembre, je crois, ou le 10 décembre. Le spread était à 70 points de base. Ce matin, il est à 56 points de base. Et le taux d'intérêt était à 3,5. Ce matin, il est à 3,30. La situation s'améliore. Alors, je ne dirais pas que la situation s'améliore, parce que nous allons voir que les fondamentaux sont très dégradés. Mais le fait qu'on ait un budget, alors que on pensait que peut-être on aurait juste la loi spéciale, c'est-à-dire la reconduction des dépenses. Le fait qu'on ait un budget, je ne peux pas le commenter très longuement. J'observe que les marchés, ceux qui nous prêtent, l'ont apprécié. C'est pas pour autant D'accord, donc le simple fait d'avoir un budget en France, à l'heure actuelle, avec un exploit. Est un exploit. D'accord, c'est vrai qu'il y a certains gouvernements qui ont vécu sans budget, ou en tout cas sans gouvernement pendant assez longtemps. Mais nous, on a réussi à en avoir un. Très bien. Mais alors maintenant que j'ai fait ce cocorico, je vais vous dire que ça ne va pas du tout quand même. parce que, regardez, le gouverneur de la Banque de France, qui a encore une autorité, disait à plus de 5% de déficit sur PIB, nous sommes en danger. Il a dit ça à peu près au moment du vote du budget. Pourquoi ? Parce que plus de 5% de déficit sur PIB, c'est le double de la moyenne de la zone euro, et nous pouvons être attaqués, dégradés par les agences de notation, et voir nos taux d'intérêt exploser, une crise financière. Donc aujourd'hui, le PIB, c'est combien le PIB ? 3 000 milliards. 3 000 milliards. Donc 5%, ce serait 150 milliards. C'est ça. Donc le gouverneur a donné cette norme à Le Cornu, si je puis dire, qu'il a reprise, sauf que, souvenons-nous, Le Cornu, à ses débuts, c'était 4,7. Et Bayrou et Barnier, c'était 4,6. Il faut voir la série. Oui, ça se dégrade à chaque fois. Ça se dégrade. Ils sont même 5%. Avant, c'était 3. Maintenant, on dit que c'est 5. Bien sûr. Alors, prenons vraiment... Là, c'est les objectifs. Barnier, Bayrou, 4,6. Le Cornu, 4,7. Bon. Et finalement... En théorie, je vais montrer après que la théorie ne sera pas respectée. C'est 5. Donc on est à 5 aujourd'hui. Objectif ? En théorie. D'accord. Mais en réalité, Madame Verdier-Molinier, Monsieur Touati, même Monsieur Artus nous disent on va être entre 5,2 et 5,4. Or, 5,4, c'est le chiffre de 2025. Donc en fait, on a le même déficit. Exactement. En réalité, nous sommes dans une situation de stagnation. On plafonne à un niveau qui est insoutenable. Alors, et même en valeur, c'est plus important parce que le PIB aura augmenté. Il aura augmenté d'1%, donc on aura encore plus de dettes. Oui, alors à ce rythme-là, la dette galope. Elle galope de 5 000 euros par seconde. Les levées de fonds de 10 000 euros par seconde et le niveau d'endettement de 5 000 euros par seconde. Et ça, c'est chaque Français. Je veux dire, il faut comprendre que la dette, l'État français, c'est pas un fantôme, c'est pas une pyramide, c'est pas une entreprise, c'est nous. C'est nous, oui. C'est nos impôts qui payons tout ça à la fin. Et le FMI, la Cour des comptes, le FMI nous dit si on continue comme ça, on va atteindre 130% en 2029, 2030. Et moi, j'ai vu des graphiques, là, il y a quelques jours,
où à ce rythme-là, nous allons passer au-dessus de l'Italie et de la Grèce. Donc c'est insoutenable. Alors on verra après, pour les épargnants, les conséquences qu'il faut en tirer, mais c'est insoutenable. Donc je ne vais pas vous dire, cocorico, il y a un budget. La trajectoire de ce budget reste insoutenable. Et alors, c'est quoi les grandes masses de ce budget pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui finance ce budget de l'État? Tout le monde connaît son petit budget familial, mais alors le budget de l'État? Bon, alors, le budget de l'État, d'abord, la dépense publique en France est la plus forte du monde, c'est 57% du PIB. Et sur ces 57, alors ça fait en gros 1700 milliards. Sur ces 1700 milliards, nous avons 60% de dépenses sociales. 60%, donc presque 1000 milliards? Presque, oui. Enfin, Un petit peu moins, peut-être? Oui, oui. Un petit peu moins. Et nous avons un énorme... Les dépenses sociales, c'est quoi? Rappelez-nous. Alors, on a un énorme éléphant au milieu du jardin, ce sont les retraites. D'accord. Les retraites, c'est 400 milliards. 400 milliards. Or, je ne sais pas si nous l'avons dit cette fois-ci, la fois d'avant, enfin on répète, sur les 170 milliards de déficit consolidé État et sécurité sociale, nous avons 85 milliards, donc la moitié, de subventions aux retraites des fonctionnaires. Fonctionnaires et assimilés. Donc ça, c'est inclus dans vos 400 milliards ou pas? C'est inclus dans les 400 milliards. C'est une partie des recettes des 400 milliards. D'accord. Donc, nous ne sommes pas financés. Les retraites ne sont pas financées. Et là, on a un énorme scandale, c'est qu'en 2023, on l'a caché. Alors, il y a quelques éclaireurs sur LinkedIn qui l'ont dit. J'en ai fait partie, un peu comme un élève de M. Beaufret, qui me l'avait expliqué personnellement. Donc, les retraites ne sont pas financées. Les retraites des fonctionnaires. Pas les retraites de 2030, les retraites d'aujourd'hui. Oui, c'est le budget de l'éducation nationale qu'on dit être le plus important d'Europe. On met de l'argent pour permettre aux enfants d'avoir beaucoup de professeurs. On met de l'argent pour avoir des équipements et autres. En fait, non. On met de l'argent pour payer des retraites qui ne servent pas du tout les étudiants, les élèves. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un actif pour un retraité dans la fonction d'État, dans la fonction publique d'État. Donc, ça ne passe pas. Et pour achever de répondre à votre question, il faut noter aussi qu'un tiers des dépenses de l'État sont des dépenses de fonctionnement. C'est beaucoup. Un tiers des dépenses de l'État sont de fonctionnement. Donc, sur ces 1700 milliards... Alors, il ne faut pas raisonner sur les 1700, parce que dans les 1700, il y a les 800 milliards de dépenses sociales. Il faut prendre les budgets hors social. Hein, D'accord, hors social. Un tiers de fonctionnement. D'accord. Alors, si je vous demandais dans vos entreprises, le groupe Overlord, quel est le pourcentage de fonctionnement, je me doute un tout petit peu de la réponse que vous feriez, mais on pourrait la poser à toutes les entreprises françaises. Bien sûr. Et on aurait un chiffre. Bon, enfin. Donc là, de fonctionnement, on parle de quoi? On parle des chauffeurs, de l'Assemblée nationale, du restaurant du Sénat, de tous les comités Théodule qui existent à droite à gauche, de toutes ces entités qui existent encore, des avantages. On ne va pas verser dans la caricature, mais tout à l'heure, pendant nous avons déjeuné ensemble, vous m'avez rappelé qu'on ne va pas donner son nom, mais un ancien ministre très connu, qui est aujourd'hui à la tête d'une grande banque, qui a été très près des cercles du pouvoir. Et d'une grande ville aussi. Et d'une grande ville, oui, enfin d'une ville moyenne. Oui. Bon, il avait un chauffeur de l'État. Bon, et il a été obligé de le rendre. Et alors qu'il avait été ministre de l'Intérieur pendant quelques jours. Et de l'économie. Il s'est octroyé, en tout cas l'État lui a octroyé un chauffeur à vie. Il a fallu l'intervention de Lecornu pour que ça cesse. Oui, alors là, vous faites une légère confusion, mais elle est remarquable, parce qu'en fait, vous faites allusion à M. Vaillant. Alors, il y a M. Vaillant, mais qui lui était ministre de l'Intérieur. Mais M. Barouin aussi a été ministre. M. Barouin a été ministre, oui, vous avez raison, il était ministre de l'économie. Mais M. Vaillant, c'est extraordinaire, parce que quand on lui a dit ça, il a dit « Mais ma femme me dit que je ne peux pas conduire tout seul, mais comment je vais faire ?» Voilà, c'est quand même extraordinaire, quoi. Oui, ça, le train, conduire, marcher, faire du vélo, tout ça. Oui, c'est extraordinaire. C'est que nous sommes face à des gens qui sont hors sol. Bon. Donc ça, c'est un tiers des dépenses de l'État, c'est les dépenses de fonctionnement. Et là-dedans, un économiste un peu averti pourrait faire quoi comme économie? Si on s'y mettait vraiment, si on disait, allez, les ministres, on vous met dans une tour à la Défense plutôt que dans les palais de l'Élysée. C'est quoi l'espérance d'économie qu'on pourrait réaliser sur le fonctionnement si on arrête tous ces comités, le comité montagne, le comité machin, d'éthique, de choses?
Moi, je pense qu'au vu des normes, alors j'ai pas là des chiffres très fiables, mais au vu des normes dans les autres pays et dans l'économie telle que l'on l'observe, on pourrait revenir progressivement à 20%. Voilà. Mais ça demanderait, et c'est là qu'on ne sait pas faire, parce que M. Lecornu a pris des mesures symboliques, hein, vous me l'avez dit tout à l'heure, qui sont sympathiques, mais il faut tout remettre à plat. C'est-à-dire que c'est vraiment les méthodes qu'il faut complètement changer, les strates territoriales, c'est tout qu'il faut revoir. Hein. Et ça, on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas de majorité et parce que, oulala, tout revoir, c'est inconcevable. Tout est à remettre à plat. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre alors dans ce budget de l'État ? C'est déjà pas mal, hein, parce que, vous voyez, 800 milliards de dépenses sociales. Les quelques centaines de milliards de fonctionnement. Après, il nous reste quoi ? Il nous reste l'éducation nationale. Alors après, les grandes masses sont l'éducation nationale, qui maintenant est talonnée par la défense, hein, puisqu'on fait un effort supplémentaire, qui est d'ailleurs inférieur aux Allemands, hein, mais enfin, on fait un effort supplémentaire. C'est quoi le budget de la défense en France aujourd'hui, grosso modo ? C'est environ 60 milliards. 60 milliards, c'est ça. Ouais. Mais vous savez quel est le budget américain de la défense ? Je n'ai pas en tête. 1000 milliards. Ah oui. Donc on est à 6% du PIB, des dépenses américaines. Oui. Et puis les Allemands, alors, parce qu'en fait, Emmanuel Macron a décrété un effort qui n'a pas été vraiment fait. Les Allemands, eux, le font, hein, l'effort pour conséquences de l'Ukraine. Donc là, on a des dépenses qui vont augmenter de manière fatale, hein, de manière indépendamment de notre volonté, parce qu'il le faut, parce que c'est nécessaire. Hein. Et puis on a les dépenses aussi de la transition énergétique. Donc on a beaucoup de dépenses. Le service de la dette aussi est de combien aujourd'hui ? Le service de la dette aujourd'hui est de... Enfin, l'année dernière, il était de 67 milliards. Et cette année, il va atteindre 75 milliards. 75 milliards. Donc 75 milliards simplement d'intérêts qu'on paye à nos créanciers. C'est les institutions internationales qui ont prêté de l'argent à la France lors de ces différentes émissions obligataires. Et on doit rembourser 75 milliards. Donc ça ne va dans la construction d'aucun pont, d'aucune école, payer personne en France ou quoi que ce soit. C'est vraiment une perte sèche. C'est perdu. Et le mécanisme, on l'a déjà expliqué, je crois, lors de la dernière émission, c'est qu'en fait, nous avons emprunté à 0%, par exemple en 2018, hein, ou dans les années qui ont précédé. C'était d'ailleurs l'époque où les banques centrales faisaient le quantitative easing, donc faisaient tourner la planche à billets. Et ces échéances arrivent aujourd'hui à terme, et on les remplace par de la dette à 3,5, 3,3. Oui, donc en plus, le service de la dette va largement augmenter. On va rembourser ce qui était à zéro avec une nouvelle dette, parce que c'est quand même tout le problème, c'est que tant qu'on n'a pas d'excédent budgétaire, on ne peut pas rembourser sa dette. Par définition, si tous les ans on est obligé de continuer à emprunter, n'importe quel ménage le comprend, je ne peux pas rembourser mes dettes si je continue à emprunter de nouvelles sommes pour mon fonctionnement. Donc c'est quoi le... Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs cette histoire des 3%? Pourquoi est-ce qu'on a dit un jour qu'on avait le droit de faire 3% de déficit? Si on avait 3% de déficit pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, ce qui est en train de nous arriver, on court à la faillite. Donc, Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est l'histoire du traité de Maastricht. La vérité, c'est que la règle, c'est l'équilibre. Bon. Mais à Maastricht, il fallait mettre un chiffre pour satisfaire le chancelier allemand. Et Mitterrand avait proposé un chiffre que la France n'atteindrait jamais. Selon lui, elle n'atteindrait jamais ce chiffre-là. Et il voulait se donner une marge, en fait. Il voulait se donner une marge énorme. Hein. Donc, en fait, le chiffre maximum qui avait été atteint, d'ailleurs, en 1982, c'était 2,5. En 82, 2,5% sur PIB. La grande politique sociale de François Mitterrand. Voilà. À ce moment-là, on est à 2,5. Aujourd'hui, on est à plus de 5, donc il y a une énorme différence. Et c'est là que François Mitterrand... c'est lui qui décide de 3%. Non, mais ça a été un accord. Ils se sont serrés la main. Il y a François, 3%. Enfin, parce qu'en fait, il demandait un chiffre et donc il lui a donné ce chiffre qui avait été calculé par Mme Guigou et M. Trichet parce qu'on savait que la France ne pouvait pas l'atteindre. Mais en réalité, la norme, c'est l'équilibre. Et je vous prends à 3%, puisque vous me taquinez là-dessus. La France, mon ami Pierre Jaillet a écrit dans Les Échos, il y a quelques mois déjà, la France passager clandestin de l'euro,
la France a respecté cette règle, qui était déjà une règle très large, moins d'une fois sur 5. Moins d'une fois sur Moins 5. d'une fois sur 5. Ce qui veut dire que la France, qui est à l'origine de l'euro, parce que l'origine de l'euro, c'est Jacques Delors, c'est Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, puis après Chirac et Jospin, la France n'a jamais respecté les règles de l'euro. Depuis 83. Depuis 99. Depuis 4... Ah oui, d'accord, c'était pour 99. Donc ça fait sur les 25 dernières années, elle n'a jamais on était en respecté. dessous des 3%, 5 ans à peine. Quoi. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, vous devez être à l'équilibre. Tout le monde doit être à l'équilibre, comme tout budget. Il ne faut pas emprunter pour vivre, il faut être capable d'assumer soi-même ses charges de fonctionnement, sinon on comprend que vous devez être à l'équilibre. Et que dans certaines circonstances... Voilà, exactement. Alors les circonstances, c'est la crise de 2008, méga crise financière. Bon, là, on peut admettre. Mais quand tout va bien, on est à 3%, et quand tout va mal, on est à 7%, et quand tout va... Quand tout va à peu près bien, on est à 5,4. Non, mais, vous voyez, donc... on était à 7 ? Quand est-ce qu'on était à 7 ? Alors, on a été, pendant la crise sanitaire, on a dû avoir une pointe à 8. Enfin, on était régulièrement à plus de 6. Ah, c'est énorme. Bon, c'est énorme. Et en fait, ça a été la même crise sanitaire pour tous. Et on voit... Alors, on pourrait le montrer avec des graphiques. Alors, j'ai des armées de graphiques pour mes étudiants, et je garde les meilleurs. On voit que pendant la crise sanitaire, la France a divergé des autres pays. Elle a commencé à diverger nettement en 2010, et puis cette divergence s'est accrue pendant c'est le fameux quoi qu'il en coûte. Exactement, le quoi qu'il... Alors qu'on se rappelle de Macron dans les hôpitaux, quelques mois avant, qui allait dire il n'y a pas d'argent magique, il faut faire attention, etc. Et c'est lui qui fait cramer la caisse, comme on dit. Oui, alors là, l'expression n'est pas de vous, elle est d'un des opposants de Macron, une dame qui vit en Île-de-France. Madame Pécresse a dit ça. Ouais. Bon, mais non, mais c'est très... Oui, parce qu'en fait, on a recommencé... Tout ça, en plus, pour un Covid qui... Oui, et on a recommencé après avec la crise de l'énergie. Hein. Oui. Une fois qu'on a ouvert les vannes, on s'est dit, allez, maintenant que l'argent coule à flot, autant le déverser. Bon, maintenant, il y a peut-être... Alors, il faut toujours équilibrer le raisonnement, pas pour la beauté de l'équilibre qu'on apprenait autrefois à Sciences Po, mais parce qu'il y a des éléments dans les deux sens. Il semble que la France la gagne un peu de compétitivité, parce que ses salaires progressent moins qu'ailleurs, parce que... C'est bien, soyons heureux, la France s'appauvrit. Non, mais c'est parce qu'on a moins d'inflation. Oui, bon, on devient un pays du tiers-monde, donc peut-être que demain la Chine ouvrira des usines chez nous parce que la main-d'œuvre n'est pas chère. Et on a moins d'inflation, vous le voyez, là on est à 0,4, alors que la zone euro est à 1,7. Bon. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide Bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt, merci beaucoup. Et peut-être que ce quoi qu'il en coûte de 2022 a un peu contribué à ça aussi. Oui, parce que la France, en plus, est devenue, en PIB par habitant, en dessous de la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on était la locomotive de l'Europe, la grande puissance, le siège à l'ONU, un grand pays industriel, agricole, novateur en plus, le TGV, le Concorde, l'industrie automobile flamboyante. Et aujourd'hui, on est derrière la moyenne de l'Union européenne qui inclut la Bulgarie, la Pologne. Alors là, vous êtes en PIB par habitant, mais si on raisonne en revenu par habitant, et dans le revenu, il y a les prestations sociales, etc. Du temps du président Pompidou, j'avais 20 ans, nous étions le 5e pays au monde. Du temps du président Mitterrand, nous étions le 11e. Aujourd'hui, nous sommes le 26e. Et tout ça, derrière tout ça, il y a de la dette. Oui, c'est qu'en plus, ce revenu est financé avec de l'argent qu'on n'a pas. Exactement. Donc non seulement on s'appauvrit, alors qu'on fait de notre mieux pour aller emprunter de l'argent qu'on n'a pas. Alors, en soulignant, comme vous le faites, que le PIB par habitant est nettement au-dessous de la moyenne de l'Union européenne, d'ailleurs, on a appris ces derniers jours aussi qu'il était au-dessous de l'Italie, en fait, ça préfigure ce qui va se passer demain, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat massive. Parce que pour le moment, on maintient le pouvoir d'achat avec des prestations sociales.
Mais le PIB, lui, ne suit pas. Donc la création de richesse ne permet pas de continuer. Donc il y a un moment donné où il y aura la vérité des prix. Et la vérité des prix, c'est le moment où le pouvoir d'achat baissera massivement. Mais alors, c'est quoi ce scénario ? Combien de temps ça peut durer ? Parce que c'est aussi l'argument qu'on entend en face, c'est les Cassandres, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils nous prédisent pique-pangre, tout va bien Madame la Marquise, on avance. C'est quoi le scénario de la rupture ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe après cette rupture ? Mais on peut pas augmenter indéfiniment le ratio dette sur PIB. Certains vous diront que le Japon y arrive. Oui. On a encore de la marge par rapport au Japon ? Alors oui, mais le Japon a une dette interne, entièrement interne, alors que nous, notre dette est externe. Donc les Japonais sont plus enclins à prêter à leur État, sont moins regardants sur la solvabilité de l'État, alors que quand c'est un fonds de pension américain, ils plaisantent moins sur la solvabilité française. Oui, et puis les taux ne sont pas les mêmes aussi. Et donc, si vous donnez comme exemple le Japon, vous pourriez donner aussi l'Italie, où la dette est interne. Alors là, je vous réponds que l'État va internaliser sa dette. Et pour internaliser sa dette, il va faire un emprunt forcé, perpétuel, on peut voir les différentes variables possibles, et il va racheter de la dette externe. Ah oui, donc en fait, le scénario, c'est qu'on rembourse les fonds de pension américains en faisant un emprunt forcé à destination des Français. Voilà. C'est les Français qui vont devoir prêter leur argent à la France. Donc, disons-le, quand on prête à la France et qu'on n'est pas remboursé, ou en tout cas on sera obligé de réemprunter, ce sera la seule solution pour stabiliser la situation. Ça pourrait être, d'où l'intérêt de notre émission et de ce qui va suivre notre émission pour les lecteurs du Revenu. Bon, c'est un peu aussi l'article que je publie dans le Revenu. Vous pouvez le montrer la couverture, comme ça on vous retrouvera. Pourquoi nous allons vers une crise financière ? Très bien. Je déduis que si la trajectoire continue, les taux d'intérêt vont augmenter. Vous n'avez qu'à montrer la couverture même du magazine, comme ça on le retrouvera facilement en kiosque. Voilà, je crois qu'il paraît ce soir, exactement. Bon. Si nous poursuivons cette trajectoire délétère, le taux d'intérêt va augmenter. Si le taux d'intérêt augmente, eh bien, les épargnants vont se diriger vers des valeurs de taux sur des comptes à terme, si possible en passant par les sociétés, parce que les sociétés permettent de protéger l'identité de la personne, c'est tout à fait légal, et tireront profit de taux d'intérêt plus élevés. Mais alors attendez, pour revenir peut-être sur le scénario, donc on imagine un scénario dans lequel les prêteurs habituels ne font plus confiance à la France, les taux s'envolent beaucoup trop, on peut internaliser cette dette, mais donc c'est une forme d'augmentation des impôts en fait, indirectement, même si c'est censé être un emprunt, mais s'il est forcé et s'il n'est pas rémunéré, on l'a vu au Sénat, ils ont proposé de ne pas rémunérer l'emprunt forcé, donc c'est quasiment de la confiscation. Et il y a un scénario d'austérité, parce que soit on se dit qu'on va continuer à faire des déficits, mais à un moment, on ne pourra pas ponctionner l'épargne des Français encore et encore pour financer les voitures et autres des fonctionnaires ou des élus. À un moment, on va revenir à l'équilibre, à plus de déficit, même peut-être des excédents pour rembourser la dette. Ça serait la part. Enfin, finalement, moi, je distingue, mais on peut discuter, on peut me contredire. Je distingue 2 phases. Je distingue une première phase où nous rentrons dans la zone des tempêtes. On y est déjà, mais à peine, puisque vous voyez, aujourd'hui, le spread est inférieur à 60. Et où là, on tente un coup sur l'épargne. On tente un coup sur l'épargne pour se donner un airbag. La deuxième phase, c'est la phase où ça ne suffit pas, où les taux d'intérêt s'envolent et où on appelle au secours les institutions européennes. Et là, il y a le plan d'austérité. Le FMI, vous y croyez ? Non, pas le FMI du tout. Non, pas du tout. Alors là, les gens qui parlent du FMI... On a même eu des politiques qui nous ont parlé du FMI. Je crois qu'on a eu M. Lombard qui nous parlait du FMI, l'ancien ministre de l'économie. Oui, mais c'est de la com. C'est parce que quand on dit le FMI, c'est comme quand on dit... le grand méchant loup. Le grand méchant loup, voilà, exactement. Alors que si on dit les institutions européennes... ça fait moins peur. Ou la BCE... non, mais pourquoi ? Parce que le FMI intervient sur des pays qui ont des problèmes de balance de paiement pour soutenir leur taux de change. Et ce n'est pas du tout le cas de la France. On a un problème de commerce extérieur quand même important.
Oui, par rapport au passé, mais en réalité, la balance des paiements courants s'équilibre à peu près. C'est quoi la balance des paiements courants, Alors, rappelez-nous? le commerce extérieur, c'est les biens et les services, Oui. marchands et non marchands. Bon. Si j'importe plus de services, du Oui, pétrole oui, notamment, oui. etc., et que je n'en exporte pas en échange, Oui. j'ai un déséquilibre qui m'appauvrit. Alors, la balance des paiements courants, c'est avec les flux de capitaux qui viennent se placer, et puis les produits des revenus avec l'extérieur. En fait, c'est plus large. C'est les capitaux qui rentrent et qui sortent qui se rajoutent Oui. à la balance Alors, commerciale, pas c'est les ça? capitaux qui rentrent et qui sortent, les revenus de ces capitaux. D'accord, les revenus financiers en fait. Voilà, parce qu'en Comme fait, dans un compte de résultats, Oui. c'est le résultat d'exploitation et le résultat financier. oui, parce qu'en fait, nos entreprises, surtout les plus grandes, se sont délocalisées et elles rapatrient quand même une partie des bénéfices. D'accord. Donc, quand on Donc, raisonne, la balance des paiements, elle, est à peu près à l'équilibre. la balance des paiements courants. D'accord. Après, il y a les mouvements de capitaux qui sont. C'est quoi liés. courant? Courant, ce sont des recettes et des dépenses. Voilà. Et donc, c'est le prolongement du commerce extérieur, mais un peu plus étendu, avec toutes les recettes et toutes les dépenses. Donc merci LVMH de rapatrier. Oui. Bon, et là, on est à peu près équilibré. D'accord. Donc c'est pour ça que le FMI, pour vous, n'est pas un risque réaliste. Oui, et puis nous n'avons pas de problème de monnaie. Nous avons une monnaie qui est l'euro, qui est une monnaie solide, stable, etc. Que se passerait-il si la France était confrontée à des taux d'intérêt qui devenaient insoutenables? D'accord. Donc on se tournerait plutôt vers les institutions On se européennes. tournerait vers les institutions européennes. Alors qu'est-ce que c'est que des taux insoutenables? Moi, à mon avis, à la fin de l'année, on sera autour de 4%. C'est ce que dit d'ailleurs la Caisse des dépôts, un peu moins. Bon, Artus aussi. Bon. Et puis après, on pourrait aller vers 5%, 6%. 6%, si vous pensez que vous renouvelez de la dette qui est à 0 à 6%, ça peut devenir assez rapidement insoutenable. Est-ce qu'on a quelle quantité de dette là aujourd'hui en France? 3 500. On a 3 500 3 000 milliards oui, de dettes. 3 500 milliards. Oui, donc 1% d'augmentation sur cette masse globale, c'est déjà 30 000 milliards de plus par an. Donc Alors, si on passe à 6, Oui, voilà. Alors là, on peut commencer à appeler au secours. c'est 180 milliards. Ça se fera. Oui. Ça se fera avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup d'hypocrisie. Et à un moment donné, il y aura un plan. Bon. Et puis, il y a une autre façon aussi de dire les choses, c'est Oui, ça se fera progressivement avec une demande d'assistance. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on parlait du budget tout à l'heure. Le budget a été voté à 117% de dette sur PIB et il sera à 118% de dette sur PIB à la fin de l'année. Donc ça file, ça continue à filer. Bien sûr. Et ce qui m'a frappé, alors c'est dommage, il faudra qu'on passe des graphiques peut-être un jour, c'est les courbes de l'Italie et de la France vont se croiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux alentours de 2028, la France aura une dette relative sur PIB plus supérieure à importante que l'Italie. D'accord. Mais alors, il ressemble à quoi ce plan? Le plan d'austérité que nous imposerait l'Union européenne, les institutions, etc. Ce plan... Il faut revenir à zéro, quoi. C'est ça l'idée. Ce plan, ça sera d'abord une baisse massive des retraites. C'est les retraites, la première... Oui. Comme c'est le plus gros des dépenses, Exactement. Il faut dégraisser le mammouth, dégraisser l'éléphant qui est dans la pièce. Moi, je prévois une baisse de 20% de ma retraite. Alors, expliquez 20%. Pourquoi 20%? Alors, 20%, parce que 5 x 8, 40. 5 x 8, 40, d'accord. Donc, il y a 85 milliards de subventions. Qui ne sont pas financées. Qui ne sont pas financées. D'accord. Pour les fonctionnaires ou assimilés, il y a 400 milliards de dettes. D'accord. Donc c'est les 85 qui doivent disparaître. Voilà. Les 80, voilà. Parce que, en fait, si vous voulez, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes. Nous racontons des histoires. Mais ceux qui vont nous donner des ordres... Ils vont voir les choses. Eux, ils vont voir les choses. Ils vont dire, vous commencez à enlever ces 85 milliards. Donc, vous avez 400 milliards de dépenses, vous passez à 320. Voilà. Vous diminuez de 20%. Et donc, tout le monde, allez, vous prenez votre retraite, vous faites x0,8 et vous aurez votre retraite dans quelques années. Exactement. Bon, ensuite, nous avions calculé la dernière fois, et c'est des calculs, tous les experts, mais ça n'intéresse personne et personne ne l'explique, que pour stabiliser la dette française, il faut trouver environ 135 milliards. Et
120, 135 milliards. En plus des 85 qu'on évoque là ? Alors, non, ils en font partie. D'accord. Donc c'est déjà Oui, une grosse bien, partie. On a fait un bout du chemin quand même sur les 150 milliards à trouver. Oui, mais attention, il faut quand même. Mais il faut aussi... le double, quoi. Il faut trouver encore une autre bonne masse. Voilà, mais. Donc on arrête l'éducation nationale, par exemple, ou alors l'armée. Oui, mais si on avait un tableau ici, peut-être on le mettra la prochaine fois, on pourrait aussi ajouter l'effort de défense. Ouais. Et on pourrait ajouter l'effort de transformation lié à ce qu'on appelle la transition énergétique. D'accord. Et quand on arrive à ça, de sources Jean Pisani-Ferry, de sources Rexecode, de sources... si on fait le total de tout, il faut trouver 240 milliards. À 240 milliards d'économies. Oui, moi j'arrive à 240 milliards. Bon, j'ai voyagé cette nuit en train, la SNCF, vous avez quand même des voies qui s'effondrent un peu partout dans le pays. Ah oui, ça c'est sûr que les conséquences seraient drastiques. Mais alors ils sont où ? 85 en retraite, d'accord. Alors, il m'en manque encore 160 là, des milliards. Oui. On va les chercher où ? On va les chercher dans la... Allez, le train de vie de l'État, on en prend une partie enfin. Mais oui, mais regardez, vous le dites vous-même, si vous faites 160 de 1700, vous avez presque 10%. Et vous savez très bien, en tant que chef d'entreprise, que n'importe quelle entreprise confrontée à des difficultés est capable d'économiser 10%. Vous le savez. Donc en fait, il faut se dire que sur tous les budgets, on fait moins 10%. Moins 10% sur l'éducation nationale, moins 10% dans les hôpitaux, moins 10% sur le fonctionnement de l'État, etc. Ça, c'est pas vraiment souhaitable parce que c'est ce qu'on appelle le rabot. Ah. Et le rabot, il discrimine pas. Mais... à 10% quand même. Non, mais il faut tout remettre à plat. Ouais. Mais nous n'avons pas les forces pour faire ça. Nous n'avons pas les forces politiques. Mais on sera obligé de le faire à un moment. On sera obligé de le faire. Et alors, c'est là qu'on arrive à l'article 16 de la Constitution. C'est-à-dire que si les forces politiques ne veulent pas le faire, eh ben, le président de la République dira moi, je vais le faire. Article 16 de la Constitution. L'article 16, il prend les pleins pouvoirs. Je prends les pleins pouvoirs pendant 3 mois. Vous pouvez vous réunir d'ailleurs, mais ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas voter de loi. Et je décide des lois, je change le code du travail, je change le système des retraites, le système des retraites, j'arrête les assemblées qui servent à rien. Je ne change pas forcément le système des retraites, mais je l'équilibre. Ouais, je l'équilibre. Par la force. Je coupe Par la force. Et j'arrête les indemnisations chômage pendant des années, j'arrête tout ça. Quoi. Oui, mais si... En fait, Macron aurait pu le faire, là. Il n'avait pas, à mon avis, la substance politique, vous l'avez dit, mais... il n'avait pas la substance juridique non plus, parce qu'il ne pouvait pas montrer que nous étions dans un état d'urgence. Mais si vous prenez les esquisses du budget de Bayrou, il aurait très bien pu dire, je fais l'esquisse de Bayrou, c'est moi qui le fais. Et je vous suspends pendant... Il n'a pas eu le courage. Alors, on a un manque de courage politique qui fait qu'on est dans cette situation. Alors, moi, je serais plus nuancé au risque d'être trop gentil, c'est que il faut quand même respecter la Constitution. La Constitution parle d'état d'urgence. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'État ne peut plus fonctionner, il ne peut plus respecter ses engagements internationaux. Ce n'est pas la situation. On n'est pas encore dans cette situation. Écoutez, Maxime, en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup. On espère qu'on trouvera des solutions avant cette heure fatidique, mais c'était très, très utile. Si vous avez des questions à poser à Maxime, n'hésitez pas dans les commentaires et on sera ravis d'y répondre. C'est toujours très intéressant et pertinent. Alors, ce n'est pas Gaspard et moi qui allons trouver les solutions aux problèmes de la France, même si on est toujours prêt à travailler, à réfléchir, mais de trouver des solutions pour que les épargnants puissent tirer leur épingle du jeu. Eh bien, on va en parler dans une autre vidéo. Parfait. Voilà. Merci.